Salut à tous, on se retrouve sur Gathering Storm, partie numéro 4. Comme d'habitude, je vous mets la playlist. Alors, dernière révélation, dernière chose sur laquelle on était resté dans la troisième partie, c'était Belisarius Cawl qui se trouvait devant Marnus Calgar, qui était quand même le seigneur dirigeant d'Ultramar, et qui lui disait simplement non, mais en fait, moi je veux pas voir Marnus Calgar, moi je veux voir le chef, le vrai chef, c'est-à-dire Roboute Guilliman. Et bien sûr, voilà, c'est la consternation. Donc on est dans cette situation-là. Donc on a le visage de Marnus Calgar qui se fait encore plus dur, mais il ne réagit pas. Et puis on a en fait tous les serfs en fait du chapitre qui sont là, qui sont en train de noter frénétiquement l'incident diplomatique qui vient de se passer. Et c'est gravissime parce qu'on est quand même dans le stratégium, donc dans le cœur des décisions d'Ultramar. Et puis on a cette provocation de Belisarius Cawl. Donc la garde d'honneur, bien sûr, pointe ses bolteurs vers Belisarius Cawl, et puis toute la croisade célestinienne, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont là, bien sûr les Xénos, voilà. Et puis donc ça fait beaucoup de tumulte, et il y a beaucoup de personnages qui, alors pas de la croisade célestinienne, mais de l'entourage des ultramarines qui s'expriment en disant mais c'est inadmissible. Donc on peut imaginer des aides de camp, ou alors des capitaines, enfin tous les humains en fait qui sont là et qui peuvent aider en fait les ultramarines. Et puis on a le capitaine Hageman qui utilise son amplificateur Vox et qui rappelle à tout le monde qu'il est inadmissible qu'il y ait autant de brouhaha dans ce lieu sacro-saint des ultramarines, et qu'il intime à tout le monde l'ordre de se calmer, et il demande aux Célestiniens de s'expliquer directement. Mais juste avant, en fait, il va quand même exprimer son avis, et son avis, il est clair et net. Il se tourne vers Marnus Calgar et il dit « Je suis persuadé que ce sont des agents ennemis et qu'il faut prestement les éliminer. Donc je recommande qu'on tue tout de suite les Inari qui sont là, donc Ivren et le Visark, et le petit chat sans doute. Il y a les Grings. C'est vrai qu'on n'en parle plus, mais en fait il y a le Grings qui est censé toujours être à côté là. Donc j'imagine bien le Grings qui... Ça c'est assez marrant ça. Le petit Grings qui vient se frotter aux jambes de Marnus Calgar alors qu'ils sont tous en train de discuter. Ça serait assez funky. Voilà, donc il recommande vraiment que tout le monde soit exécuté prestement, et que tout du moins les Black Templars, l'Inquisitrice et puis Sainte Célestine soient mis sous bonne garde, que le reliquaire soit mis de côté pour qu'on puisse l'étudier quand le temps sera venu, étant donné que là le temps est plutôt au combat contre les forces du chaos. Voilà. Sainte Célestine alors prend la parole. Donc c'est le moment où elle doit jouer sa carte. Donc elle explique en fait les raisons de sa mission sacrée. Elle explique qu'elle est bien sûr l'envoyée de la volonté de l'empereur, qu'elle existe de par la volonté de l'empereur, qu'elle est son incarnation, et que elle se doit d'accompagner Belisarius Cawl. C'est sa mission, mission que lui a confiée encore une fois l'empereur. Donc elle insiste beaucoup, elle donne beaucoup d'arguments, mais eh bien ça ne fait pas diminuer énormément en fait les craintes, voire même on a l'impression que c'est presque contre-productif, parce que étant donné que Belisarius Cawl leur a tous menti, parce qu'il leur a quand même annoncé qu'il avait un accord avec les ultramarines, Sainte Célestine lui a fait confiance, même si elle doutait de la véracité. Elle s'est dit bon allez, on va y aller. Mais Greyfax, pour elle c'est un acte de trahison, donc elle a sorti en fait elle aussi son bolter qu'elle pointe vers Belisarius Cawl, et puis elle aussi demande des comptes en fait. Alors est-ce que c'est pas pour s'insurger en disant non mais je suis pas avec eux en fait. Imaginez Greyfax fait non mais en fait je suis pas avec eux. Quoi t'es pas pote. Non mais moi non plus, hein. Moi je le connais pas, regardez, moi je vais le tuer si vous voulez, hein. Donc voilà, et ensuite bien sûr, donc une fois que Sainte Célestine s'est expliquée, les regards se tournent vers Marnus Calgar, pour l'instant qui n'a pas été extrêmement expressif, si ce n'est c'était un renfrogné, et puis lui se retourne vers Tigurius et discute un peu avec lui. Donc on a une sorte d'aparté qui est assez longue. Alors pendant ce moment, évidemment, les Inari, ils ont entendu que Hageman il voulait les tuer, donc imperceptiblement
à tel point que même la garde d'honneur ultramarine ne s'en rend pas compte, mais les Inari sont en train de s'apprêter, donc c'est-à-dire de tendre leurs muscles, de regarder d'échafauder une échappatoire pour pouvoir s'en sortir justement, quitte à faire quelques petits dégâts en partant, mais en tout cas pour essayer si la situation s'envenime, de s'échapper, pour ne pas mourir simplement ici. Et puis Tigrus réfléchit donc encore une fois pendant longtemps, et puis il se tourne vers un petit peu toute l'assistance, et là il commence à parler. Il dit j'ai eu une vision. J'ai eu une vision en fait d'une forme aviaire, donc c'est-à-dire d'un oiseau, un rapace, qui allait vers une porte qui se retrouvait explosée, et cette porte-là représentait dans sa vision comment s'appelle Cadia qui est tombée, et il voyait en fait cette forme aviaire qui réussissait à récupérer en fait une épée flamboyante, et qui revenait vers Macrage, suivi par des crocs immenses et une mâchoire qui se refermait en fait sur la planète de Macrage. Et cette vision-là, c'est ce qui a permis justement aux Ultramarines de se préparer à l'arrivée de la Black Legion, de faire revenir toutes les forces planétaire de défense, la flotte qui était un petit peu répandue pour venir défendre justement la forteresse d'Hera. Et en voyant justement arriver la croisade célestinienne, eh bien Tigurus pense que sa vision concernait aussi la croisade célestinienne avec Sainte Célestine bien évidemment, le reliquaire, Belisarius Cawl, mais aussi les Inari. En fait, il est intimement persuadé que c'est la volonté de l'empereur que les Inari soient ici, que les Eldar soient sur le sol de Macrage. La probabilité que ce soit un hasard du destin n'est pas possible, c'est forcément une volonté propre. C'était impossible que, à un moment si important de l'histoire, ce soit simplement une coïncidence, que tout coïncide, que justement tout coïncide, et que c'est très important que justement on puisse les laisser agir, car ils sont là par la volonté de l'empereur, même si ce ne sont pas des humains. Donc ensuite, il va donner cet assentiment-là, et il dit je peux vous assurer, et je m'engage personnellement sur le fait qu'on peut écouter Sainte Célestine, et il faut les aider dans leur démarche. Donc il y a des murmures, bien sûr, on attend la réaction encore une fois de Kelgar, et puis Kelgar simplement fait un geste envers les Célestiniens qui signifie donnez-nous de votre version, allez-y, chacun d'entre vous. Et voilà, on a tout simplement Greyfax qui raconte ce qui s'est passé. Donc on a tous les événements qui sont advenus sur Cadia, ce qui s'est passé, l'assaut d'Abaddon, comment la forteresse en fait est tombée, parce que au final c'est aussi un élément que n'a pas forcément Marnus Calgar, même s'il sait que Cadia est vraisemblablement tombé, que ça s'est mal passé. Là au moins en tout cas il a les détails avec des gens qui ont vraiment participé. On a aussi bien sûr les Black Templars qui s'expriment. On a même Yvraine qui daigne simplement donner quelques mots pour expliquer le pourquoi de sa présence. Le Visarque, lui, bien sûr, reste impassible, ne dit rien, reste simplement là à côté. Yvraine s'exprime et explique pourquoi les Inari sont venus, comment les forces des Inari ont sauvé justement la croisade célestinienne et qui leur ont permis d'arriver jusqu'Ultramar, et puis ici jusqu'à Macrage devant eux, et donc il est un allié. Ensuite on a Belisarius Cawl qui doit aussi s'expliquer, mais lui par contre ne donne aucune information. Et là on a même Marnus Calgar qui lui demande vraiment ce qu'il y a dans ce conteneur, dans ce reliquaire blindé, mais voilà, il ne dit rien. Et on a Yvraine qui sourit devant ce jeu en fait entre l'autorité suprême de Marnus Calgar et puis simplement Belisarius Cawl qui reste impassible et qui dit non, je ne vous dirai rien, ça ne vous regarde pas. Et bien sûr ça irrite énormément tout le monde. Puis Yvraine, ça la fait simplement un petit peu sourire comme ça sur le côté. Alors bien sûr, pendant qu'ils sont en train de s'expliquer
et de parler, on a toujours Marnus Calgar qui regarde toujours un œil le stratagème et qui de temps en temps donne des ordres, parce que il peut pas négliger en fait la défense de la forteresse. Faut pas oublier qu'ils se font assaillir par des forces de la Légion, enfin de la Black Legion, des Night Lords. Donc c'est quand même, puis les Iron Warriors, les Iron Warriors, faut pas oublier, qui sont très 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 bien équipés pour lutter contre les forteresses. Donc c'est leur spécialité. Donc ça va être assez compliqué pour les forces des Ultramarines qui eux sont tout seuls. Donc on peut imaginer juste un chapitre Space Marine qui se bat contre différentes légions Space Marine. Enfin du chaos, pardon, mais c'est quand même très compliqué. Donc voilà, il donne quand même quelques ordres, voilà, tac tac tac. Et enfin, on a Greyfax qui va conclure cette histoire en disant, mais rassurez-vous, je peux vous garantir que, étant moi-même représentant de la volonté de l'empereur, en charge de l'Inquisition, je me chargerai moi-même de tuer Belisarius Cawl s'il venait à nous montrer le moindre signe de trahison. Voilà. Donc, est-ce que c'est plus rassurant que ça ou pas? Non, encore une fois, on a Greyfax qui place un petit peu ses cartes dans le sens du vent. Bon, non, j'exagère. Mais voilà, en tout cas, elle est là pour assurer que voilà, les choses seront sous contrôle. Et puis, voilà, tout le monde se retourne encore une fois vers Marnus Calgar et sans beaucoup de mots, et il dit simplement je vais vous autoriser à aller au sanctuaire de Robout Guilliman avec votre reliquaire blindé. Je vais même autoriser les Inari à vous suivre parce que je suis intimement convaincu que c'est la volonté de l'empereur qu'il soit présent, et je ne veux pas prendre de risque en fait sur... Enfin, il ne le dit pas, mais c'est ce qu'il exprime. Il ne veut pas prendre de risque si c'est la volonté de l'empereur. Et il va avoir en fait des mots pour justement Ageman, parce qu'il voit qu'Ageman, lui, il commence à sortir de ses gonds, il est très irrité, et il lui dit vous allez rester là, prendre en supervision la défense de la forteresse des rats, et je sais que ce n'est pas quelque chose qui vous plaît, cette décision, mais je suis persuadé que dans ces heures sombres où on a les ennemis à notre porte, eh bien, il faut prendre en fait toutes les pistes qui peuvent nous aider justement à avancer. Et surtout, je fais extrêmement confiance à la perspicacité de Tigurius. Tigurius, toujours montré la plus grande efficacité dans l'analyse de ses visions. C'est un des plus grands psycheurs de l'Imperium. S'il pense et s'il garantit de sa vie que la croisade célestinienne doit être prise au sérieux et qu'on doit les aider, alors je ne vais pas interférer. D'autre part, il y a Sainte Célestine, il y a une sagesse infinie, sagesse de l'empereur, étant donné que c'est la parole de l'empereur, et il ne veut pas lutter, enfin il ne veut pas s'opposer justement à cette volonté-là quand même. On imagine, Sainte Célestine, ça doit quand même être quelque chose, enfin, même pour Marnus Calgar, c'est-à-dire que si on croit en l'empereur, entre guillemets, eh bien son incarnation, elle a quand même des preuves de sa force, en tout cas, et de sa communion avec l'empereur. Donc, il les autorise, à condition simplement d'être escortés par une petite force d'ultramarine. Alors, cette petite force d'ultramarine, on va avoir Tigurus, on va avoir Voldus, et on va avoir des Terminators de la première compagnie, des forces de la troisième, et voilà, ce qui devrait être assez suffisant, et pour les escorter, et surtout pour les achever. Et on nous dit que c'est simplement une proportion assez grande de bourreaux qui seront capables d'accomplir leur tâche le moment venu, si jamais il y avait besoin d'en arriver jusque-là. Et puis voilà, donc on a Sainte Célestine qui remercie Marnus Calgar pour son discernement, pour les autoriser à terminer. Donc on a Greyfax, tout simplement, qui se met d'accord avec Almarich en disant bon, on va rester un petit peu derrière, avec un petit regard entendu, en mode laissons passer Belisarius Cawl, les Inari et même Sainte Célestine, et puis nous on va se mettre derrière, le bolter sorti, pour si jamais il y avait encore une fois des traces de trahison, voilà, agir très promptement. Et puis voilà, ça se termine sur les portes s'ouvrent, et puis on a cette délégation qui s'en va rejoindre le sanctuaire de Guilliman, alors que tout autour d'eux, eh bien la bataille fait rage, encore une fois des titans, des forces, des vaisseaux en orbite, etc. Et on a cette délégation qui s'en va aller vers Robout Guilliman. Donc
c'est quand même un petit peu spécial en fait quand on voit tout ça. Il faut vraiment imaginer la réaction que doit avoir Magnus Kallgaard au milieu des combats. Il doit gérer en fait l'assaut de la Black Legion et puis en même temps écouter ces personnages. Alors il a toujours pas confiance en Belisarius Cawl, hein, ça c'est certain, mais comme il est accompagné de Sainte Célestine, quand même ça a du poids. Comme Tigurius lui dit qu'il faut leur faire confiance, ça aussi ça a énormément de poids. Après il dit bon bah voilà, Greyfax, et en fait je pense que lui aussi il peut analyser en fait qu'il y a une telle hétérogénéité entre les protagonistes que forcément ce n'est pas le hasard, forcément il y a quelque chose de très grand qui est à l'œuvre. Même Belisarius Cawl, si il a l'air de savoir aussi ce qu'il fait, même si on ne peut pas vraiment lui faire confiance, que c'est un prêtre du Mechanicus qui sont, voilà, je sais pas si, enfin, on peut imaginer que vraiment Magnus Kallgaard n'a pas vraiment confiance sur le Mechanicus. Et c'est en tout cas qu'ils ont été utiles et qu'ils ont aussi tout à perdre, forcément. Donc, on peut pas les renier. Alors après, il y a vraiment, il met vraiment de côté les Eldar. Avec Yvraine et le Vizard, qui les met vraiment de côté dans cette équation-là, pèse pas bien lourd, et puis ils se disent, bon, quand même, on devrait pouvoir les gérer, ils sont que 2, on a toute une escouade Terminator de la première compagnie, la troisième compagnie, Tigurius, un des psychologues les plus puissants, Voldus, le grand maître Voldus, aussi un des psychologues les plus puissants, même s'il ne connaît pas, qu'il l'a rencontré là, simplement récemment, mais il se dit, bon, ça devrait quand même suffire, et puis, bon, on a quand même Greyfax qui a mis beaucoup de cartes de son côté, en disant voilà, non, mais vous inquiétez pas, moi aussi je suis là si jamais il se passe quelque chose. On a les Black Templars, il connaît les Black Templars. Il y a un petit passage justement où on nous parle d'Ageman et on nous dit s'il avait été un Space Wolf impulsif ou un Iron Hand à la logique froide, eh bien il aurait sans doute contesté en fait les décisions de Magnus Kallgaard. Alors je suis un petit peu... je pense qu'un Iron... Enfin, ouais, je sais pas, est-ce que les Iron Hand auraient vraiment désobéi à un ordre ? Je suis pas sûr. Alors les Space Wolf impulsifs, oui, ça certes, mais de là quand même à aller contre le maître de chapitre, je sais pas. Peut-être chez les Space Wolf, oui, mais sur les Iron Hand même, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est pour dire que Ageman, lui, en tout cas, même s'il est persuadé qu'il faut tout de suite achever les Eldar, enfin, en tout cas les exécuter, voilà, il va prendre sur lui parce que c'est un ultramarine. On n'est pas un Space Wolf ou un Iron Hand, voilà, on est un peu plus malin que ça, et du coup, bah, il laisse les choses se faire à contre-cœur, certes, contrarié, certes, mais avec une mission, défendre Hera. Et là, on ne sait pas ce que va faire Magnus Kallgaard. Parce que Magnus Kallgaard, on ne sait pas s'il va vraiment les accompagner. Là, en tout cas, je me rappelle plus exactement, donc je pense que peut-être il va les accompagner, mais en tout cas, il ne dit pas. Alors là, comme pour l'instant, de ce que j'ai lu, puis vous savez, hein, j'essaie de pas trop m'avancer dans la lecture pour justement avoir ce passage-là où je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que lui va y aller aussi ? Parce que là, en fait, il n'y a rien qui indique que Magnus Kallgaard les accompagne. Mais il laisse la gestion du combat, enfin de la gestion logistique à Ageman. Donc on peut supposer qu'il les accompagne, mais il ne le dit pas vraiment. Donc voilà, la suite juste après. On a la réponse, Magnus Kallgaard les accompagne et ils arrivent, donc ils pénètrent dans le lieu le plus saint des ultramarines, là où repose Roboute Guilliman. Donc on nous décrit un petit peu brièvement, voilà, l'endroit. Donc c'est toujours pareil, il faut imaginer une sorte de voûte de cathédrale énorme où on a des fresques qui sont avec des métaux précieux. Je vais vous lire complètement, donc des colonnes de marbre soutenaient un plafond d'armes et d'obsidienne incrustées d'argent lunaire, teldrite. Vous avez les mots. Et puis on a les fresques qui dépeignent en fait l'histoire de Roboute Guilliman avec les grandes conquêtes qu'il a pu faire jusqu'à la fin, pour l'instant, tragique, et qui l'a conduit à être dans ce sanctuaire. Et on a justement, voilà, les marches immenses qui mènent vers un trône qui est dans un champ de stase. Donc on voit tout l'appareillage en fait qui est autour, qui maintient le champ de stase en action. Et puis on a un trône immense avec dessus Roboute Guilliman tel qu'il était juste avant d'être mis en stase, avec un filet de sang, un collier de sang sur le cou, qui est la blessure en fait mortelle que lui a fait Fulgrim,
princes démons quand ils se sont combattus pour la dernière fois. Et sur ses genoux repose l'épée de l'empereur aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je pensais pas qu'il avait déjà l'épée de l'empereur à ce moment-là. Donc dans la suite, ce sera un petit peu éclairci. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui s'appelle l'épée de l'empereur sur ses genoux. Et puis, arrive le moment un petit peu tant attendu, parce qu'en fait, on repousse les choses, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a Magnus Kallgar qui s'agenouille plus proche des marches, sans gravir les marches, et qui se retourne ensuite vers Belisarius Cawl et dit: alors, est-ce que vous allez enfin me dire pourquoi vous vouliez venir jusqu'ici? Et là, on a Belisarius Cawl comme ça qui frétille et qui révèle enfin les choses et qui dit: il y a de ça 10 000 ans, j'ai conclu un pacte avec le primarque. Lui-même est venu me chercher parce que sans doute il voyait en moi. Alors ça j'aime bien parce qu'on sent un peu quand même l'ego de Belisarius Cawl, et il dit le primarque a jugé que j'étais la personne la plus à même de changer les choses, d'avoir un impact réel et de mener à bien les missions qu'il m'a confiées. Et l'une d'elles est justement de venir ici, et c'est pour ça que je peux comment dire, mais je ne renie pas ma parole et je fais ce pourquoi j'ai travaillé depuis 10 000 ans maintenant. Alors, on nous dit que, forcément, comme c'est il y a longtemps, Belisarius Cawl n'est plus certain de se rappeler tout ce qui a été dit, en fait, parce que les engrammes mémoriels, ce qui lui permet de se rappeler des choses, ont subi les affres du temps, donc c'est pas trop sûr, mais il l'exprime pas vraiment exactement, mais en tout cas, on nous le dit, nous, en tant que le narrateur nous le dit, lui-même est plus trop sûr de savoir ce qu'il devait faire, mais en tout cas, il est certain que c'est Roboute Guilliman qui est venu le voir et qui lui a confié ses missions. Alors, avant que Magnus Kallgar lui pose la question, il dit: je peux pas vous dire quelles sont toutes les missions, par contre je peux vous dire quelle est ma première mission pour laquelle je suis ici devant vous. Et il explique: dans ce reliquaire, j'ai une nouvelle armure pour le primarque. Et mon but, c'est d'avoir intégré en fait dans cette armure énormément de systèmes de survie qui vont lui permettre de survivre à la blessure mortelle qui a été faite justement par Fulgrim et qui l'a conduit à être mis en stase. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une blessure en fait avec des poisons, des toxines qui sont aptes à tuer le primarque. Pour l'instant, le primarque n'est pas mort, mais il est dans un champ de stase parce que on n'a pas de solution. Donc pour l'empêcher de mourir, il est sous stase. Mais voilà, c'est comme il avait disparu. Et on a justement Cawl qui dit: moi je suis capable, avec ma nouvelle armure, de pouvoir sauver le primarque. Et et c'est le moment où Yvraine intervient. Donc vous imaginez un peu la situation quand même. Et alors Yvraine, ça va être génial, je vous le lis parce que c'est meilleur. Yvraine prit alors la parole pour dévoiler les raisons de sa venue. Elle était l'émissaire d'Inid, le dieu des morts, et son pouvoir était essentiel pour assurer la résurrection de Guilliman. Voyant les traits et visages de ceux qui la regardaient se décomposer, elle poursuivit sur un ton impatient et expliqua qu'un tel miracle nécessitait un sacrifice. Cawl avait travaillé avec acharnement pour accomplir sa mission. Toutefois, sans l'aide d'Inid, ses efforts seraient vains. Car avant de renaître, Roboute Guilliman devait mourir. Et là, vous imaginez bien, autant les paroles de Cawl avaient suscité un peu la consternation, l'introspection, tout le monde réfléchit en disant: mais est-ce que c'est possible? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Belisarius Cawl, il annonce en fait qu'il peut permettre à Roboute Guilliman de revenir. Et là, c'est l'espoir, bien sûr, même pour Magnus Kallgar, se dire: mais dans ces heures si sombres, alors que Cadia vient de tomber, qu'il y a des tempêtes warp, que justement la Black Legion est aux portes d'Ultramar, de Macrage, le retour d'un primarque, ce serait un atout indéniable. Et en plus, un des meilleurs. Roboute Guilliman, et puis surtout pour les ultramarines, en plus leur primarque, donc évidemment il y a des petites étoiles qui commencent à s'allumer, et voilà, c'est quelque chose qui est incroyable. Mais les paroles d'Yvraine les décomposent. Même Magnus Kallgar, il perd de sa contenance, et il doit mourir. Enfin, vous imaginez, c'est un des passages, je trouve, les plus forts de tout le lore de Warhammer 40 000 qu'on a pu vivre. Magnus Kallgar qui est devant son primarque en stase, et on a Yvraine qui lui dit: on peut le ressusciter, mais avant faut le tuer. Énorme. Je dis, ça fait
Enfin, on vit plus ça maintenant. Vous voyez pourquoi j'aime Gathering Storm, c'est que ce passage-là, il est énorme. Et donc, la réaction de Marnus Calgar, c'est bien évidemment, il s'interpose et il dit « Moi vivant, aucun Xéno ne touchera à mon Primarque ». Donc bien sûr, il est équipé en armure, donc voilà, il a ses armes avec lui. On a Voldus aussi, Voldus qui se rapproche, qui s'interpose entre Belisarius Cawl, Ygritte et bien sûr Roboute Guilliman. On imagine qu'il est en train de charger sa conscience psychique, à préparer ses sorts, ses actions. On a bien sûr Greyfax outré, voilà. Et en fait, les seuls qui restent un peu calmes, le seul qui reste calme, c'est Belisarius Cawl, parce qu'en fait, il a convenu, c'est ça en fait, qu'il a convenu avec Ygritte, c'est que Ygritte lui a dit dans cette soute du vaisseau, lui a dit ton système d'appareillage pour ressusciter, enfin pour permettre en tout cas de préserver Roboute Guilliman ne sera pas suffisant, tu n'as pas la technologie suffisante et il y a à l'œuvre en fait les toxines malignes en fait qui sont pas juste biologiques, il y a aussi l'influence des dieux du chaos. Tu ne pourras pas lutter contre ça. Enid Enid, le dieu de la mort, peut permettre la renaissance de ton Primarque et il doit mourir une première fois pour renaître. Et voilà, donc on imagine bien aussi que Ygritte, elle a dû quand même sortir beaucoup d'arguments, mais qui ont été quand même assez percutants parce que vous vous rappelez, hein, c'était il y a 2 vidéos je crois, quand justement on avait ce débat-là, Belisarius Cawl, il avait dit ok en fait, qu'il avait admis que lui seul ne pouvait pas refaire revenir Roboute Guilliman et qui voilà, c'était sans doute la seule solution. Donc je sais pas ce que lui a montré Ygritte peut-être, mais en tout cas c'est quand même quelque chose d'assez difficile à noter. On a une voix à nouveau qui va du côté de Belisarius Cawl, c'est Sainte Célestine. Sainte Célestine, elle essaie de venir et en faisant le poids de qui elle est. Elle dit « Je suis la parole de l'empereur, la volonté de l'empereur s'exprime à travers moi et je crois en effet que les Inari, que Ygritte peut avoir un rôle à jouer et doit accomplir cette mission aussi pour le bien de Roboute Guilliman et c'est la volonté de l'empereur qu'elle soit ici. C'est pour ça qu'elle est là, c'est le seul intérêt, sa présence, c'est l'action qu'elle va faire, à savoir faire revenir Roboute Guilliman d'entre les morts. Et voilà, si on a accepté qu'elle soit jusqu'ici, enfin qu'elle soit présente jusqu'à ce moment-là, c'est pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Maintenant, cette mission, on la connaît, c'est dur à entendre, mais c'est le seul espoir qu'il y a pour faire revenir Roboute Guilliman, pour ressusciter le Primarque. Et on nous dit, le soutien le plus important, c'est Tigurius. Tigurius qui fait claquer, clac, sa canne, son sceptre de force, claque sur les marches en marbre et qui monte et qui dit encore une fois, je pense que c'est la seule chose à faire et c'est mon Primarque, mais je crois qu'il doit en passer par là pour revenir et rediriger les ultramarines. J'ai eu cette vision, j'ai confiance, je m'engage à... lui aussi, je sais pas comment l'exprimer autrement. Je sais pas même quels mots eux peuvent avoir pour convaincre Marnus Calgar de laisser une Xéno tuer Roboute Guilliman pour qu'il puisse revenir avec l'artefact magique qu'a Belisarius Cawl. Enfin, faut imaginer ce qu'on demande en fait à Marnus Calgar. Et voilà. Et je vais en rester là parce que c'est du coup, on a un bout cette vidéo là. Mais vous voyez, vraiment, je trouve c'est extrêmement prenant en fait. Extrêmement prenant et des situations incroyables et voilà, et le fait de les vivre à travers Gathering Storm, encore une fois, j'espère que pour tous ceux qui viennent jusqu'ici, qui ont vu ces vidéos-là et qui me suivent sur Gathering Storm, vous comprenez, tous ceux qui connaissaient pas justement Gathering Storm, je sais pas, vous comprenez pourquoi je trouve que c'est aussi incroyable et que c'est vraiment mes bouquins préférés et pourquoi je prends autant de temps pour vous refaire ces vidéos là, pour vous les partager, hein. Ça fait 7 ans maintenant, peut-être même 9 ans bientôt que Gathering Storm c'est sorti, mais je pense que ça vaut vraiment le coup et que c'est dommage de passer à côté de ce pan incroyable du lore de Warhammer 40 000. Voilà, donc si vous avez plu, comme d'habitude, un petit pouce up, le petit abonnement, on le réclame à chaque fois, moi ça me saoule autant que vous de l'entendre, même plus parce qu'il faut que je le dise, mais voilà, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir sur Tipeee, comme d'habitude, les liens partenaires. On est d'accord. Merci à vous tous en tout cas, gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine ou peut-être en avance sur Tipeee si vous me suivez justement pour avoir la suite de l'histoire sans pub et en version podcast pour écouter quand vous voulez. Voilà, merci à vous tous en tout cas et à bientôt.